Bien, je m'appelle Raphaël, je suis là pour témoigner de mon parcours personnel d'ancien malade de troubles obsessionnels compulsifs, qui est une maladie que tout le monde connaît mais qui est mal connue et surtout très sous-estimée. Le trouble obsessionnel compulsif, c'est une maladie mentale, que d'emblée on dise le mot, c'est une maladie. C'est même la 4e maladie mentale en France, qui touche 2 à 3% des gens à des degrés variables, donc ça touche beaucoup de monde, plusieurs centaines de milliers, voire des millions de personnes. C'est une maladie qui est invalidante, qui peut prendre des formes très diverses, qui progresse de façon lente et insidieuse. Mais heureusement, c'est une maladie contre laquelle il existe des traitements et je suis là pour en témoigner. Mon histoire de malade de TOC, elle commence quand j'ai 14 ans. Elle n'est pas arrivée par hasard, hein. Ça a commencé avec le divorce de mes parents, qui a été un élément déclencheur. Quand j'étais enfant et jeune adolescent, des manies qui n'étaient pas problématiques en soi, qui n'étaient pas pathologiques, mais qui ont constitué, on va dire, le terreau du TOC. Et donc, il a fallu le divorce de mes parents, qui était une période difficile à vivre, pour que les premiers comportements pathologiques naissent. J'avais d'abord des difficultés et ensuite une impossibilité de toucher certains objets, comme les poignées de porte par exemple. Ça a été le premier TOC, ça a été les premiers comportements d'une très longue série qui allait m'emmener malheureusement très loin. Une manie, on peut s'empêcher de la faire, mais on peut ne pas les faire. Le TOC, c'est une privation de liberté. On perd la liberté de faire autrement que par les compulsions, par les rituels. Je donne un exemple, je souffrais de TOC dit de contamination, ça veut dire que j'avais des obsessions de contamination et de souillure, et donc les rituels associés étaient des rituels de lavage. Je ne pouvais pas faire autre chose tant que je ne m'étais pas lavé les mains, parfois plusieurs fois, pendant plusieurs minutes. On considère qu'on est malade de TOC quand on passe plus d'1 heure par jour à faire ces compulsions, ces rituels. Cela étant, c'est une définition qui n'est pas parfaite puisque ça fait fi de tous les comportements d'évitement, des choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur de s'exposer à des situations, et aussi ça ne prend pas en compte toute la souffrance psychique quotidienne. On peut ne pas être en train de se laver les mains, mais être obsédé par des pensées anxiogènes et persistantes, et ça, la définition officielle ne les prend pas en compte. Quand on souffre d'un TOC, quand je touche une poignée de porte, j'ai une montée d'angoisse qui est très forte, qui me submerge au point que je ne peux pas la neutraliser autrement que par un rituel de lavage qui est très long. Le TOC, c'est un mécanisme qui est double. Il y a d'abord des obsessions. Les obsessions, ce sont des idées qui ne dépendent pas de nous, comme toutes les idées, elles viennent, mais ces pensées, dans le TOC, elles ont 2 caractéristiques. D'abord, elles sont très anxiogènes, comme je disais, elles génèrent beaucoup d'angoisse. Et par ailleurs, ces pensées, elles ne partent pas, elles sont persistantes. Et dans le TOC, le moyen d'évacuer ces idées, ces pensées obsessionnelles, c'est de faire ce qu'on appelle la compulsion, on parle aussi de rituel, et là, c'est un acte qui est délibéré. Le TOC, il peut prendre des formes extrêmement diverses. Les plus connues, c'est les obsessions d'erreurs qui vont être associées à des rituels de vérification, des gens qui vont vérifier 50 fois avant de partir de chez eux que la porte est bien fermée, que tout est bien débranché, qu'il n'y a pas de risque d'un incendie. Il y a évidemment les TOC de contamination dont j'ai parlé. Il y a les obsessions dites de malheur, c'est-à-dire la peur qu'il arrive malheur à des proches, au monde, que le monde s'effondre par sa faute. Et dans ce cas-là, le rituel, ça va être pas mal des rituels mentaux, des formules qu'on va se réciter dans sa tête pour éviter que le malheur ne survienne. Et il y a une autre forme de TOC dont je voudrais parler, qu'on appelle les phobies d'impulsion, c'est-à-dire la peur, c'est la peur d'avoir l'impulsion de meurtre, ou encore, une autre, c'est la peur de l'impulsion pédophile. Ça touche pas mal de pères de famille qui ont peur finalement de se retrouver tout seul avec un enfant et d'avoir la pulsion de le violer. Et c'est une forme de TOC qui est épouvantable parce qu'avec le caractère tabou de l'obsession et du thème, c'est une forme de TOC qui, dans les cas les plus graves, conduisent au suicide. Il y a des pères qui se suicident parce qu'ils n'osent même pas en parler à leur épouse parce que c'est trop inavouable. Donc c'est une forme de TOC qui existe, la phobie d'impulsion. Toutes les formes de TOC sont épouvantables. Il faut se faire traiter, il faut aller consulter. Mais voilà, il faut savoir que le TOC peut prendre des formes extrêmement diverses, mais la souffrance est la même et le mécanisme d'obsession-compulsion se retrouve dans toutes les formes de TOC. Quand je touche la poignée de la porte, j'ai peur d'être contaminé par toutes les mains qui sont passées dessus, ça me submerge d'angoisse, l'angoisse elle persiste et donc le seul moyen d'évacuer, c'est d'aller faire mon rituel de lavage. Le problème, c'est que plus je fais mon rituel de lavage, plus je me lave les mains, plus je donne de la crédibilité, plus je donne du corps à la pensée obsessionnelle. Et c'est en ça que le TOC est un cercle vicieux et que c'est un échafaudage, une construction mentale qui est complexe, qui est assez difficile à déraciner, même si heureusement c'est possible. Évidemment, les TOC pour moi ont commencé quand j'avais 14 ans avec le divorce, mais le TOC a continué à évoluer avec le temps. Et c'est-à-dire qu'avec le temps, je vois que les rituels deviennent de plus en plus longs, de plus en plus complexes. Je me vois
à passer des heures à me laver les mains. Et ce qui est très important de dire, c'est que j'ai parfaitement conscience que c'est absurde. C'est-à-dire, j'ai beau ne pas pouvoir m'en empêcher, je sais que c'est absurde. Et du coup, la conséquence, c'est que je me crois fou. Ça génère une culpabilité chez moi qui fait que je n'arrive pas à en parler. Donc j'ai une image de moi-même qui est extrêmement dégradée. Et donc au fil du temps, au fil de l'évolution de la maladie, qui a duré 12 ans chez moi, eh ben je m'organise, je vis autour du TOC. En fait, j'obéis à toutes ces injonctions qui sont très nombreuses et qui sont de plus en plus importantes. Et je fais tout pour le cacher. Quand les TOC démarrent, donc c'est au moment du divorce de mes parents, je suis en pleine crise d'adolescence et je suis un peu en rébellion. Donc ces TOC, pour moi, ils marquent une forme de rébellion. Et donc je ne prends pas du tout conscience de la gravité que ça allait prendre par la suite. C'est véritablement quand j'ai quitté le domicile de mes parents pour aller poursuivre mes études que finalement le TOC s'est attaché à d'autres choses qui n'avaient plus rien à voir avec mes parents. Et c'est là que j'ai compris que le phénomène, il était hors de contrôle, que ça me faisait un peu peur parce que je me demandais mais jusqu'où ça va aller. Au départ, je n'ai pas cherché à lutter contre le TOC parce que je ne savais pas que j'en avais un, je ne savais pas que c'était une maladie. C'est véritablement quand j'ai changé de domicile que j'ai intégré une classe prépa. C'est une période où il y a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse et donc les TOC se sont considérablement aggravés pendant cette période. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait véritablement un problème que je n'ai pas cherché à élucider. Je vivais avec ce soupçon de folie que je me cachais à moi-même. C'est là que j'ai identifié le problème, sans pour autant chercher à le traiter. Dans mon cas, et c'est une interprétation qui a été discutée avec le psy que j'ai vu plus tard, il interprétait la naissance du TOC comme finalement un moyen de mettre à distance, de me mettre à distance. C'est le moyen de défense que j'avais à ce moment-là, quand j'avais 14 ans, que j'étais donc pas un adulte construit, et que finalement ces rituels de lavage contre ce que touchaient mes parents, c'était ça concrètement, c'était une manière de me protéger, de les mettre à distance, et donc c'était une mise à distance symbolique de la violence que représentait à ce moment-là le divorce de mes parents. Le problème, c'est que ça c'était l'origine, mais qu'après les années ont passé, la tension du divorce s'est apaisée, mais le TOC s'est attaché à beaucoup d'autres choses qui n'avaient plus de rapport avec l'élément déclencheur. Et c'est en ça que le TOC est insidieux, c'est qu'il trouve toujours quelque chose à quoi se rattacher. Quand j'ai 17 ans, je quitte la région où j'ai grandi et j'arrive dans une classe préparatoire où là, pendant une période très brève, les TOC me laissent un peu tranquille parce que je m'éloigne, on va dire, du foyer, de l'épicentre des TOC, mais très vite, c'est là que j'ai compris que le logiciel TOC, il était bien présent. Les TOC reviennent dans un contexte de classe préparatoire où, avec l'arrivée des concours et même des préparations intermédiaires, il y a beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. Et finalement, les TOC repartent de plus belle et même de façon encore plus violente qu'ils n'étaient quand j'habitais avec mes parents. Ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie quotidienne. Je passais énormément de temps à me laver les mains. Je me souviens que pendant l'hiver, je me lavais tellement les mains que j'avais les mains en lambeaux, des lambeaux de peau qui se détachaient, tellement, voilà, avec le froid, j'avais des crevasses sur les mains qui étaient très régulièrement en sang. Ça se voyait, mes amis le voyaient, j'essayais de justifier ça par une maladie, enfin, ce qui renforce la honte d'ailleurs et qui fait qu'on se sent encore plus minable finalement de faire ces rituels, mais pour autant on ne peut pas s'en empêcher. Il est clair que quand on passe 12 heures par jour à faire un rituel, on a plus de vie et souvent ça amène à un décrochage social, on n'ose plus sortir de chez soi, ça amène à un décrochage professionnel où parfois les gens perdent leur emploi. Le problème c'est que quand on passe toute sa journée tout seul chez soi à faire ces rituels, et ben voilà, le TOC se nourrit encore plus de ce vide et la situation devient infernale et mène d'ailleurs très directement à une complication courante qui est la dépression parce que mécaniquement on arrive dans la dépression et le TOC devient encore plus difficile à traiter quand il se double d'un épisode dépressif qui peut être très grave. Malgré les difficultés que je connaissais dans ma vie quotidienne mais qui s'exprimaient surtout le soir quand j'étais tout seul dans ma chambre à réviser, il y avait quand même des situations où le TOC me laissait tranquille, notamment pendant les examens. Pendant les examens, j'étais concentré sur l'examen, il n'y avait pas de TOC et il y avait une autre circonstance, c'est quand je faisais du sport et en particulier du tennis. C'est très important d'identifier des moments où le TOC nous laisse tranquille, d'une part pour rendre le quotidien supportable, parce que si on passe la journée avec cette épée de Damoclès du TOC au-dessus de la tête, c'est invivable. Et par ailleurs, quand on fait le traitement et la thérapie comportementale et cognitive qui consiste à s'exposer volontairement à des situations qui posent problème, il est clair que quand on fait monter l'angoisse, il faut être capable de trouver des moyens pour la faire baisser. Et donc avoir recours à ces moments, à ces techniques, à ces pratiques sportives ou autres, c'est essentiel pour aider l'angoisse à passer toute seule. Parce que c'est par là que passe le chemin de la guérison. Et ce qui a été le tournant, c'est en 2016, à la fin de mes études, de mon école, où je rencontre une fille qui était dans ma promotion, dont je tombe très amoureux, et on se met à sortir ensemble. Et c'est le point d'inflexion, parce que tant que je vivais tout seul, j'arrivais assez bien
à organiser ma vie autour du TOC. Le vrai point de bascule, c'est le jour où on décide d'emménager ensemble dans l'appartement de ses parents, puisque autant on arrive à peu près à organiser sa vie autour du TOC quand on est tout seul, quand on est en couple, cet équilibre instable, il vole en éclats extrêmement vite. Et donc finalement, quand on a commencé à vivre ensemble, il y a une multiplication des comportements étranges. Je prenais énormément sur moi pour le cacher, mais j'y arrivais pas, c'était pas possible. Il y avait des objets que j'avais beaucoup de mal à toucher, les chargeurs de téléphone notamment, les bouteilles en verre. C'était très difficile et mécaniquement, ma copine touchait ces objets qui sont des objets anodins de la vie courante et ça me mettait en grande difficulté. De sorte que parfois il m'arrivait d'essayer de trouver des moyens de lui demander de se laver les mains quand elle avait touché un chargeur de façon inexplicable et donc ça créait une forme de tension. Dans la vie quotidienne, à partir du moment où ma copine rentre dans mon TOC, ça devient une explosion, l'aggravation du TOC est exponentielle. Quand on a un TOC de contamination, en tout cas c'était mon cas, il y a une dimension très spatiale, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne doivent jamais être contaminées, c'est-à-dire que je ne dois jamais poser d'objets contaminés, donc je parlais d'un chargeur dans certains endroits, notamment dans la chambre et notamment dans le lit, qui doit être le sanctuaire, qui doit rester pur en permanence. Et si j'ai un doute, si j'ai un chargeur qui effleure le lit, je change les draps immédiatement. Mon ex-copine aimait bien acheter des beaux sacs à main, et un jour, elle a le malheur, son sac à main préféré, elle le pose dans une zone de l'appartement qui était contaminée. Ça faisait pas très longtemps qu'elle avait ce sac. Et je me souviens que j'étais tellement angoissé et tellement mal, parce que c'est un sac qu'elle prenait partout, que donc quand on allait dans la voiture, elle l'avait sur elle. Et donc le sac devenait contaminé, puisqu'il venait d'être posé dans une zone contaminée. Et donc je me revois en train de lui demander de jeter le sac, qui valait probablement plusieurs centaines d'euros, peut-être plus. Je lui demande de jeter le sac, tellement pris par l'angoisse, en me projetant, en disant mais c'est pas possible, ce sac, elle va l'emmener en voyage, elle va l'emmener dans la voiture, il va contaminer ma voiture, il va tout contaminer, donc il faut s'en débarrasser. Et donc je me vois lui demander mais jette le sac. Et en disant ça, j'ai conscience, je me dis mais je suis un monstre. Elle n'a rien fait, elle a posé le sac dans une zone très banale de l'appartement, et parce que dans mon TOC, c'est une zone contaminée qui pose problème, je lui impose finalement de se débarrasser d'un sac. Pour elle, ça n'a aucun sens, et même pour moi, là, j'ai conscience que ça va trop loin. Ma copine a cette réaction, on me dit « mais en fait, t'es un peu fou ». Au fond, encore une fois, j'ai un sentiment de honte qui est très fort, et je me dis « mais en fait, elle n'a pas tort. Oui, je suis un peu fou, parce que c'était justement pour ça que j'avais du mal à l'avouer. C'est parce que je me croyais fou. Et donc là, sans être méchante et sans le faire exprès, elle appuie sur un point qui fait très mal. C'est que je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné sur le TOC. Je ne sais pas que c'est un trouble psychique qui touche beaucoup de monde, que ce n'est pas de la folie. Et donc, je me dis, hélas, oui, elle a raison. Il aura fallu beaucoup de temps pour que cette idée fasse son chemin, que j'étais malade. Puis il fallait que j'aille voir un psychiatre, parce que quand on va voir un psychiatre, derrière, il y a le tabou de la folie, il y a le tabou de la maladie mentale. Et donc, ça a été un très long chemin de prise de conscience qu'il fallait avancer. Et donc je suis allé voir un psychiatre spécialiste du TOC qui m'a confirmé le diagnostic. Alors ce qui est curieux, c'est que quand je suis allé le voir, je me retrouve devant lui, ça je m'en souviens, et je lui dis je viens vous voir parce que j'ai un TOC. Et il dit attendez monsieur, ça c'est à moi de le dire, dites-moi ce que vous avez. Et comme quoi là j'étais aussi très conscient et j'étais pas beaucoup plus renseigné, mais je savais que j'avais un TOC. Et il a confirmé le diagnostic, je me souviens, TOC d'intensité moyenne. Et il m'a expliqué les traitements finalement. Et les traitements pour sortir du TOC, il y en a deux qui parfois se complètent. En première intention, c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive, et j'illustrerai après comment ça s'est passé pour moi. C'est la voie royale de la guérison, c'est un traitement de fond, une psychothérapie de fond. Et en deuxième intention, éventuellement en complément de la thérapie comportementale et cognitive, c'est la prise de certains antidépresseurs qui agissent sur la recapture de la sérotonine, parce qu'il n'y a pas énormément de recherches sur le TOC, mais on sait que ce qui dysfonctionne dans le cerveau se situe au niveau de la sérotonine. Et donc il m'explique ça. Je crois que c'est entre la première et la deuxième séance que ma copine m'a quitté. Quand je commence ma thérapie comportementale et cognitive, je souffre en plus d'une rupture sentimentale très douloureuse, et donc mon médecin décide de m'arrêter. De sorte que pendant 2 mois, j'ai eu tout mon temps pour mettre en place les outils de la thérapie comportementale et cognitive qui reposent sur 2 points. Et ça a été dans mon cas presque miraculeux, puisque 1 an après, je n'avais plus de TOC. Donc grand message d'espoir que je veux faire passer. La thérapie comportementale et cognitive, ça repose sur un premier aspect qu'on appelle l'exposition avec prévention de réponse. C'est le volet comportemental, et ça consiste, c'est très simple à dire, beaucoup plus dur à faire, à s'exposer volontairement, à créer une situation qui donne envie de faire une compulsion. Je parlais des chemises, concrètement ça veut dire il faut que je touche la chemise, que je m'oblige à porter la chemise, à faire monter l'angoisse et à m'empêcher de faire ma compulsion, qui en l'occurrence était une douche très longue. Et donc pour ça évidemment on fait monter l'angoisse, et c'est là que c'est important d'avoir un outil pour aider l'angoisse à s'évacuer, à descendre plus vite. Et moi c'était, voilà, ça passait par aller marcher, faire un peu de sport ou penser à des images mentales bienveillantes. L'idée étant
de comprendre que l'angoisse finit toujours par baisser, qu'on n'a pas besoin de faire un rituel et que finalement, l'objectif, c'est montrer au cerveau que quand je mets une chemise et que je ne prends pas une douche de 3/4 d'heure après, eh ben, il ne se passe rien. L'idée, c'est de déshabituer le cerveau à cette mécanique d'obsession-compulsion et de prouver, de battre en brèche cette idée selon laquelle, pour ne pas être contaminé, il faut absolument prendre une douche. C'est difficile au début, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est à force de répéter les mêmes exercices, mais de constater que plus on répète les exercices, plus l'angoisse elle va baisser vite, moins l'angoisse va être forte et moins elle va durer longtemps. Et c'est ça, et évidemment, comme j'en avais pendant 12 ans, ça a pris du temps, ça a pris 1 an, mais l'idée c'est de s'exposer volontairement, de faire monter l'angoisse et de prouver à son cerveau qu'il n'y a pas besoin de faire un rituel pour s'en sortir. Et l'autre aspect, donc ça c'est le volet comportemental, il y a aussi l'aspect cognitif. Là, c'était des choses qu'on faisait en séance avec le psychiatre. C'était vraiment de décortiquer la pensée obsessionnelle, de dire voilà, Raphaël, quand tu mets une chemise, de quoi tu as peur? Concrètement, c'est de décortiquer, ça renvoie à quoi? Pourquoi est-ce que tu as autant d'angoisse? Et c'est d'essayer de prendre conscience du caractère excessif, irrationnel de la pensée obsédante. Les deux aspects, l'aspect cognitif et l'aspect comportemental, se nourrissent. C'est-à-dire que plus je déconstruis rationnellement la pensée, plus je me sens fort au moment où je m'expose. Et à l'inverse, plus je m'expose et plus l'angoisse baisse, et plus ça montre au cerveau que la pensée obsessionnelle, elle n'a pas lieu d'être. Donc c'est véritablement un travail mécanique où on recense tous ces TOC, on les classe par ordre d'angoisse, c'est quelque chose de progressif, la TCC. On s'attaque d'abord à des situations qui ne génèrent pas beaucoup d'angoisse, et quand on est à l'aise avec ces situations, on s'attaque à des situations plus difficiles, et c'est finalement à force de répéter ces exercices avec beaucoup de volonté qu'en 1 an, j'ai réussi à me débarrasser de mes TOC. Quand j'ai commencé à aller mieux, que je me débarrassais de mes TOC, j'ai eu ce besoin, j'ai ressenti le besoin, j'avais une grande culpabilité contre moi-même, ça m'avait coûté la personne que j'aimais, j'avais entravé considérablement 12 ans de ma vie et j'ai eu le besoin finalement d'essayer d'aider les autres, ceux qui souffrent, finalement de les aider à partir de mon expérience. Et donc je me suis renseigné et j'ai découvert qu'il y avait une association qui s'appelle l'AFTOC, c'est l'association française des personnes souffrant de TOC, qui aide les personnes qui ont ce problème et leur entourage, de sorte que je me suis impliqué de plus en plus dans cette association. Aujourd'hui, je suis le vice-président de cette association. C'est une association qui a pour but pas d'aider les personnes concernées par le TOC, mais à travers beaucoup d'actions. C'est d'une part en les informant, en donnant de l'information. On a un site internet, on a une chaîne YouTube, on essaye d'informer. On offre un espace d'expression, d'entraide, de soutien à travers notamment des groupes de parole qu'on fait dans une quinzaine de villes de France où la parole est complètement libre, où chacun a l'avantage de se retrouver avec des personnes qui comprennent ce qu'elles vivent sans jugement. On encourage à la démarche thérapeutique, personne n'est thérapeute, mais on a une connaissance intime parce qu'on a été concerné par la maladie et c'est très précieux pour les gens de rencontrer des gens qui les comprennent et avec qui finalement ils peuvent échanger. C'est un grand message d'espoir que je veux faire passer. Oui, le TOC, je l'ai montré, ça peut prendre des conséquences importantes dans une vie, ça peut détruire des vies, mais quand c'est pris en charge, quand c'est bien pris en charge, on peut en sortir. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, je mets une chemise et je suis très content d'être là pour témoigner. Et je précise que c'est important pour moi de témoigner face caméra à visage découvert, parce que je suis persuadé que c'est en voyant des malades s'exprimer librement et sans honte sur leur parcours que les personnes qui souffrent oseront s'ouvrir de leur mal à leurs proches, oseront aller consulter, oseront ouvrir la porte de nos groupes de parole. Le TOC, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. J'en ai eu honte pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'ai plus honte d'en parler. Le TOC ne me définit pas en tant que personne. Ça n'a jamais été un trait de caractère. C'était une maladie. Ça fait partie de ma vie, de mon histoire. Aujourd'hui, je n'ai pas honte d'en parler.